production du charbon et du blé, le Gosplan. À son image, les objectifs de production d'énergie éolienne terrestre sont fixés tous les 10 ans par l'État. On a eu un plan pluriannuel 1, 2, et voilà que débarque le plan pluriannuel 3, qui prévoit pour 2035 une augmentation massive de l'éolien multipliée par 2 à 4. Ces objectifs, qui partent du haut, se répercutent au niveau régional dans le SRADET, le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, et encore plus bas, les communautés de communes qui doivent présenter un PLUIH, un plan climat air énergie territoire et un PAD. Comment peut-on sérieusement fixer à 10 ans des objectifs de production d'énergie éolienne intermittente qui dépend du vent? La seule garantie, c'est le subventionnement public pour 20 ans d'un secteur privé arrivé à maturité. La région Nouvelle-Aquitaine, 12 départements, 5e région éolienne, est en la matière particulièrement zélée. Le SRADET, le schéma régional d'aménagement, adopté le 27 mars 2020, a fixé des objectifs de puissance et de production en matière d'éolien terrestre extravagants et inatteignables. De 1140 gigawattheures en 2020, il faudrait atteindre 10 350 mégawattheures en 2030 et plus de 17 000 gigawattheures en 2050. Le SRADET a retenu pour ce faire les chiffres de France Énergie Éolienne, un lobby pro-éolien. Ces objectifs ont déjà affecté gravement l'Expoitou-Charentes, qui fournit 87% d'énergie éolienne terrestre en Nouvelle-Aquitaine, quand 4 départements n'en ont aucune, la Dordogne, le Lot-et-Garonne, la Gironde, les Landes. Mais j'ajoute que nous ne leur souhaitons pas tout le mal qu'on nous fait. Ce schéma prévoit, pour arriver à ses fins, de faciliter et simplifier les procédures administratives de renouvellement ou repowering du parc existant. Ce qui signifie que, selon les cas, le remplacement de l'enquête publique, sa suppression, expression démocratique encore, par un porté à connaissance. C'est la DREAL qui jugera si le projet de renouvellement a des impacts supérieurs sur la biodiversité à ceux du projet initial. La biodiversité va y laisser des plumes, le béton va encore couler, la concurrence entre sociétés sera rude. Quand les éléphants se battent, dit un proverbe ivoirien, c'est l'herbe qui souffre. Ainsi donc, le développement éolien va s'intensifier alors que le schéma régional veut diminuer drastiquement l'artificialisation des terres et faire de la Nouvelle-Aquitaine la première région étoilée de France, en stoppant la pollution lumineuse du ciel nocturne. C'est son objectif numéro 30. Les socles en béton n'artificialisent-ils pas les sols? Les clignotants rouges des éoliennes la nuit ne la polluent-ils pas? Clignotant rouge ou blanc. En 2023, 702 éoliennes étaient en fonctionnement, d'après l'AREC, un organisme à qui on peut faire confiance. Depuis 2010, ce sont 44 éoliennes supplémentaires chaque année. On serait donc en 2025 à 790 éoliennes. Or, si on additionne les parcs en Deux-Sèvres, Nord-Charente et Vienne, soit respectivement 215 éoliennes, 382 éoliennes et 518, nous cumulerons 1224 éoliennes. La coupe est pleine. Je ne vais pas être trop long, je vais peut-être passer sous silence le détail de ces parcs, entre les parcs qui sont en service, autorisés, en projet, refusés, en recours promoteur, en recours association, et les mâts qui sont destinés au repowering.
Mais en tout cas, c'est... comment dire? C'est profondément injuste. Comment en est-on arrivé à une telle concentration industrielle dans le nord de l'Aquitaine? L'argent, bien sûr. L'argent fait tout. Et l'efficace communication des sociétés éoliennes qui en ont dupé plus d'un, élus, agriculteurs, habitants. Les projets portent des noms bucoliques dérobés au lieu d'implantation. On pourrait faire un inventaire à la Prévert, puisque nous avons le projet Herbe Blanche, Pâquerie, Champagne, la Cerisay, les Trois Sentiers. C'est beau comme un bouquet de fleurs. Les promoteurs qualifient leur projet de ferme éolienne, parc éolien, à des fins d'acceptabilité sociale. Avec la concentration que nous subissons, il n'est pas exagéré de parler de centrales éoliennes, de centrales industrielles, comme pour les centrales à gaz ou à charbon. La hauteur moyenne était de 80 mètres, puis on est passé à 125, puis 165, et on implante maintenant des machines de 180 à 240 mètres. Et, scandale, la distance réglementaire des 500 mètres des habitations n'a pas été modifiée en fonction de la hauteur. Alors que le Sénat avait demandé une distance de 10 fois la hauteur sur le modèle de beaucoup de pays européens. Cette proposition n'a pas été retenue parce que le manque d'espace aurait alors entravé le développement de l'industrie éolienne. Rapporté à la tour Montparnasse de 210 mètres, on est dans la démesure et le changement d'échelle qui dénature les paysages et la sensibilité que nous en avons. À défaut de s'accorder, il faut bien raccorder la production éolienne. RTE, qui a présenté en 2025, donc très récemment, son plan d'investissement, annonce la construction de nouvelles lignes à haute tension, impossible à enfouir, et ne cache pas que cela aura un impact plus fort sur l'environnement, et l'environnement, c'est la biodiversité. 800 millions d'oiseaux disparus en Europe depuis 40 ans, a dit récemment à Rochefort Alain Bougrain-Dubourg, qui fêtait le deuil de la nature, fêté si on peut dire, qui célébrait non plus. RTE prévoit 180 millions pour renforcer les raccordements de Sèvres et assurer l'équilibre du réseau. Et qui va payer la facture? Je voudrais parler de la rupture d'égalité. Parce qu'au-delà de ces prévisions ubuesques qui relèvent de la pensée magique, le SRADET rompt son pacte d'égalité territoriale, inscrit dans son acronyme ET, avec les citoyens du Poitou-Charentes. Dans son chapitre 3, le SRADET s'engageait, je cite, à rééquilibrer la répartition des parcs existants par un glissement des nouvelles puissances installées vers le sud de la région. L'engagement n'a pas été tenu. Il n'y a aucune éolienne au-dessous d'une ligne Cognac et Angoulême. Si nous subissons ce cluster éolien qui sature et défigure notre territoire, c'est parce que nous aurions, à défaut de lithium, de grand vin et de dunes de Pilat, un gisement de vent exceptionnel d'une remarquable constance. Le réchauffement climatique a changé la donne et contribué à des périodes de vent violents que nous avons pu constater avec des tempêtes comme Aline, Céline, Caetano et Heitor en 2024 dans le Poitou. Ces vents dépassent alors les 100 km/h, ce qui est rédhibitoire pour l'éolien terrestre. Au-delà de 90 km/h, une éolienne est arrêtée pour des raisons de sécurité et c'est le gaz, très émetteur de CO2, qui prend le relais, à raison de 406 grammes par kilowattheure en émissions de CO2. Le ministère de la Transition énergétique a établi en 2023 un classement des régions touchées par des rafales de 100 km/h. C'est la Nouvelle-Aquitaine qui tient le haut du tableau. On gagne sur tous les tableaux. En 2024, dans les Deux-Sèvres, 75% des dossiers de la Maïf, une compagnie d'assurance bien en vue, concernaient des tempêtes. Le vent est un argument fallacieux qui arrange bien le conseil régional. Dans tous les cas, si le vent est d'une trop faible puissance, les sociétés éoliennes vont déjà le chercher avec des machines toujours plus hautes. L'argument du vent, qui nous a livré de facto à la voracité des promoteurs, masque d'autres raisons inavouables à ce déploiement anarchique des centrales éoliennes. Notre région est rurale, agricole,
et pauvre, et à maintes occasions, on a senti un regard de surplomb posé sur ses habitants. La topographie des paysages est constituée de hameaux nombreux et dispersés. On a commencé par miter, saupoudrer ici et là les machines, et puis on est passé à la vitesse supérieure en renforçant les parcs existants. À Bordeaux, on a misé sur notre silence et notre résignation. Le mépris est l'ennemi de l'égalité. La Nouvelle-Aquitaine s'est trompée en initiant une relation néocoloniale avec les habitants de notre territoire et en laissant entrer les loups dans la bergerie. Notre région ne saurait devenir une réserve indienne, ou en tout cas l'artefact d'une réserve indienne, ni d'un jardin d'acclimatation. Nous ne devons pas nous laisser déposséder de ce que nous sommes et de ce qui nous tient à cœur. Et je vais énumérer ce qui nous tient à cœur, à savoir des paysages riches et variés. Je signale que le concept de paysage ordinaire n'existe pas. C'est écrit dans la Convention européenne du paysage en 2000. Nous bénéficions d'une biodiversité exceptionnelle et riche qu'aucune compensation ne garantit de préserver sans perte nette. Le capitalisme vert fait quelques salissures, mais il est capable d'inventer le balai-brosse. En l'occurrence, les compensations, les dérogations, les crédits carbone, et j'en passe. Un patrimoine remarquable. Les églises romanes sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, des lavoirs, des cimetières protestants, des logis qui ont un attrait touristique certain. Rappelons-nous que les citadins ont aimé se réfugier à la campagne pendant la pandémie. Nous avons aussi une culture vivante et un art de vivre. Et enfin, nous avons la richesse d'un tissu social entre ruraux et néo-ruraux. Merci les Anglais, les Allemands, les Hollandais que je connais. Il se trouve durablement fragilisé, ce tissu social, par des conflits de voisinage. La défiguration de nos lieux de vie par l'industrie éolienne est un sacrilège, une humiliation et un hold-up. Nous ne sommes pas des citoyens de seconde zone. Citoyens, élus, responsables politiques doivent relever le gant et mettre leur détermination à rétablir une réelle égalité, une réelle justice et arrêter les naufrageurs par tous les moyens. Un moratoire ? Le combat est rude pour les collectifs et les associations. La mobilisation des habitants citoyens est primordiale au moment des enquêtes publiques, tant qu'elles existent. Leur présence aux réunions publiques d'information l'est tout autant. Demandons-nous enfin à quoi va ressembler la campagne dans 10 à 20 ans, quand les éoliennes seront remplacées par de plus grandes ou laissées sur place. Faisons attention à ce que les éoliennes qui tournent ne ressemblent pas aux statues de l'île de Pâques, monument emblématique d'une civilisation qui a échoué. C'est pas de moi, c'est de James Lovelock, un scientifique britannique. Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu. Et je vais finir avec Don Quichotte, aménagé. Voyez-vous là-bas cette bonne centaine de géants démesurés ? Eh bien, nous allons les défier l'un après l'autre et leur ôter à tous la vie. Je vous remercie de votre attention. Bravo.